bonjour et merci de nous avoir rejoints. Un aspect un peu formel au départ, mais c'est le lot des commissions d'enquête parlementaires, sénatoriales ou à l'Assemblée nationale. Je dois indiquer aux personnes présentes, puisque c'est une audition publique, qu'elles n'ont pas la possibilité de manifester leur approbation ou leur désapprobation. Je dois ensuite expliquer à la personne que nous auditionnons, c'est-à-dire vous-même, qu'il y a lieu d'éviter les faux témoignages, puisque le faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire entraîne des conséquences avec des sanctions pénales et autres. Et puis enfin, je voudrais, vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, en levant la main droite, en disant « je jure ». Je le jure. Merci beaucoup. La démarche habituelle, et il n'y a aucune raison qu'on en change, c'est de vous donner la possibilité pendant environ un quart d'heure. On n'est pas au chronomètre qui se déclenche avec une sonnerie au bout du quart d'heure ou avant. Bon. Vous avez la possibilité de nous dire quelle est votre manière de voir cette question de la lutte contre le dopage, de manière générale. Vous pouvez, je vous le disais, je vous le répète, parler 12 minutes 33 ou 16 minutes 42, c'est pas un problème. C'est l'ordre d'idée, c'est un quart d'heure pour cette présentation générale. Puis nous aurons l'occasion ensuite, avec notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, de vous poser quelques questions auxquelles vous aurez l'amabilité de bien vouloir répondre. Donc nous vous écoutons. D'accord, merci. Alors je vais essayer d'être le plus concis possible, mais comme je vais évoquer 3 périodes différentes qui sont le passé, le présent et le futur, je pense que mon propos est relativement riche, mais je vais être le plus précis pour être le plus efficace et rapide. Alors déjà, je ne suis pas venu devant cette commission pour parler de dopage, mais pour parler d'accompagnement médicalisé de la performance. Je vais m'efforcer bien sûr de vous expliquer pourquoi je fais cette distinction de langage. Alors, pour commencer par le passé et par des faits, donc je suis obligé de revenir sur ma carrière de joueur, donc qui s'est terminée en 2000. Et sachant qu'en 1999, donc j'ai été opéré d'un décollement de rétine qui m'a amené à être traité à la cortisone. Comme c'était une opération à l'œil, j'ai pu reprendre l'entraînement. Et là, j'ai découvert les effets bénéfiques de la cortisone, donc cette euphorie physique qui fait que comme on ne ressent plus les barrières de la fatigue et de la douleur, permet de s'entraîner beaucoup plus et d'avoir cette envie physique d'aller encore plus loin dans la performance. Alors, cette anecdote aurait peu d'intérêt si elle n'avait pu me révéler que le ressenti physique que j'avais eu à ce moment-là, je l'avais déjà eu à un moment donné précis de ma carrière. À un moment donné dans ma carrière, dans un cadre bien particulier, je me suis retrouvé à avoir cette même sensation physique de ne plus ressentir la fatigue, de ne plus ressentir la douleur et de pouvoir même améliorer mes performances physiques, ce qui était ça mesurable puisque c'était notamment des performances en musculation et que l'effet était notable. Alors, quand j'ai travaillé sur mes souvenirs, je me suis rappelé que dans ce cadre bien particulier, je me suis retrouvé dans un mode de fonctionnement d'équipe où on nous demandait d'être responsable de notre propre boisson, donc pendant les entraînements, d'avoir des bidons individualisés, qu'il fallait bien faire attention, on était sensibilisé au fait de ne pas prendre les uns des autres, alors, officiellement pour des risques de maladies diverses et variées. Donc d'avoir une individualisation des bidons. On était notamment au moment des prises alimentaires, on nous donnait des produits qui étaient censés être des fortifiants et qui me paraissaient, moi à l'époque, être naturels comme j'avais pu en prendre au moment de passer le bac par exemple. Mais que donc, quand j'ai commencé à remettre un peu les pièces du puzzle ensemble, je me suis retrouvé dans une logique où
et dans une conviction forte, surtout par rapport à un produit bien défini qui est la cortisone, d'avoir cette conviction que sur cette période-là, j'avais été, traité à la cortisone sans en avoir été informé et sans bien sûr mon accord particulier. Donc cette période, c'était la Coupe du Monde de 1995, donc avec l'équipe de France de rugby. Je voudrais, en termes d'éléments et de faits, puisqu'on m'a souvent reproché d'avancer des choses sans apporter des faits précis, donc revenir toujours sur le passé, sur des expériences qui m'ont touché directement ou indirectement. Donc la première, un cas précis concerne le cas du club de Brive de 1997 à 2000 et plus particulièrement du médecin Hervé Stoïtchev qui s'est occupé de cette équipe et qui a été condamné par l'ordre des médecins régional à un an d'interdiction d'exercer suite aux prescriptions médicales qu'il avait fait auprès des joueurs et qui, vu le volume, avait entraîné un contrôle de la structure de la sécurité sociale. Donc je vous ai amené bien sûr des copies des articles qui relatent ces faits. Et donc ce qui est intéressant dans ce cas, non seulement il y a des faits établis, mais en plus je peux amener deux témoignages. Le premier, celui du manager de l'équipe de Brive, Laurent Seigne, avec qui en 1994 je partageais la chambre en équipe de France. Et à l'époque il m'avait parlé du fait qu'il était suivi pour du rééquilibrage hormonal auprès d'un médecin de Bordeaux, donc de la région bordelaise, qui était le docteur Belloc, bien connu pour avoir œuvré dans le milieu du cyclisme et pour avoir mis en place donc ce fameux rééquilibrage hormonal, et donc qui avait été repris ensuite par son successeur, le docteur Belloc étant décédé dans le courant des années 90, donc son successeur Hervé Stoïtchev. Donc témoignage de Laurent Seigne, je vous avouerai qu'à l'époque je ne savais pas de quoi il me parlait. Témoignage plus récent d'un joueur donc briviste de cette époque qui m'avait expliqué, ce que j'avais un peu interrogé, puisque notamment j'avais eu l'occasion de jouer contre Brive et de perdre, et qui m'avait expliqué que quand le docteur Stoïtchev lui faisait une injection, il lui posait bien la question de savoir si c'était des produits dopants, et que le docteur Stoïtchev lui répondait qu'il ne risquait rien, il ne serait pas positif au contrôle antidopage. Alors ce verbatim est intéressant parce que vous le retrouvez de manière systématique, et c'est une des problématiques par rapport justement aux termes dopage, antidopage, et tout ce qu'on peut en faire et de la manière de les utiliser. Autre cas précis qui est toujours sur cette période 97-2000, donc période où moi en tant que joueur j'évoluais au club de Narbonne, mais je vivais et travaillais sur Toulouse. Et comme j'étais loin du club, je m'entraînais de manière individuelle et notamment je m'entraînais dans un club de musculation toulousain où il y avait une population importante de culturistes, puisque notamment la personne qui le tenait en était. À cette époque-là, donc on est au moment du déclenchement de l'affaire Festina, et cette affaire a eu un certain nombre de retentissements, et notamment il a eu le mérite de libérer la parole pour certains types de sportifs, notamment les culturistes, qui étaient justement obligés de vivre avec une chape de plomb et qui du coup se trouvaient un peu plus légitimité, un peu plus dans leur action, ils se retrouvaient totalement dans la logique de ce qui se passait dans le cyclisme et ils avaient cette envie de parler. Donc comme moi je m'entraînais, j'étais régulièrement dans cette salle, j'ai pu donc recueillir d'une certaine manière des témoignages et j'ai pu découvrir l'importance dans des pratiques donc dopantes de vivre à proximité d'un pays comme l'Espagne, donc dans le cas de Toulouse. Alors à l'époque c'était vrai aussi pour l'Italie, donc qui étaient des pays où il était très facile d'acheter, de trouver en vente libre des produits qui allaient permettre les protocoles dopants. Et donc ce qu'on m'a expliqué à cette époque-là, c'est qu'effectivement, ils allaient faire des allers-retours en Espagne pour ramener des produits et que
comme obligatoirement, effectivement, il y avait une utilisation personnelle importante, qu'on est culturiste, mais qu'obligatoirement, il y avait besoin d'un équilibre économique qui permette de vivre, il y avait obligatoirement le développement de la revente de ces produits, donc sous la forme officielle de plans d'entraînement. Et ce qui a fait qu'à cette période-là, j'ai vu notamment un joueur du Stade Toulousain venir chercher des fameux plans d'entraînement dans cette salle. Donc, voilà quelques exemples de ce qui pouvait se pratiquer dans le rugby sur la période 90-2000, donc où j'ai été témoin indirectement et directement. Je vais m'arrêter maintenant pour faire la transition avec le présent sur l'année 2006, où là donc j'étais consultant rugby pour le groupe L'Équipe, et donc en charge d'expliquer ce qui s'était passé pendant des matchs, pour pouvoir rendre plus compréhensible un sport qui n'est pas toujours. Et je me suis retrouvé en 2006 face à une difficulté qui a été d'expliquer le déroulement de la finale du top 14 qui avait opposé le club de Biarritz à celui de Toulouse. Alors pour resituer le contexte, donc le rugby français est le rugby qui joue le plus au monde, enfin les joueurs français pardon, sont les joueurs qui jouent le plus au monde, la saison la plus longue, et donc naturellement les joueurs du top 14 doivent être dans un état de fatigue relativement avancé à la fin de la saison qui aura duré plus de 10 mois. En 2006, donc, on se trouve sur les 3 derniers matchs de la saison, finale de H-Cup, demi-finale de top 14 et finale de top 14. Finale de H-Cup, Biarritz-Munster. Donc le Munster est une province irlandaise qui, elle, joue très peu et dont les joueurs ont 2 objectifs dans la saison, l'équipe nationale et la Coupe d'Europe. Donc obligatoirement, enfin, logiquement, c'est une équipe qui a une fraîcheur physique supérieure à celle d'une équipe française qui, elle, a beaucoup joué et qui, en plus, joue sur 2 tableaux. Finale de H-Cup, 10 dernières minutes, Biarritz prend le dessus physiquement sur le Munster et a 2 doigts de remporter la finale. Demi-finale, Biarritz bat Clermont-Ferrand. Et finale du top 14, Biarritz atomise physiquement le Stade Toulousain, qui lui n'était plus qualifié depuis les quarts de finale en Coupe d'Europe, qui donc logiquement avait une capacité de faire un peu plus de fraîcheur physique que le club de Biarritz. Moi, en tant que consultant rugby en 2006 au groupe L'Équipe, je suis dans l'incapacité de trouver une explication logique à une telle domination physique. Alors il est évident qu'on parle de sport, qu'on ne parle pas de technologie ou d'industrie, que donc le sport garde sa part de mystère. Néanmoins, quand dans mon spectre d'analyse, vous remettez l'intervention d'un préparateur physique qui s'appelle Cambord et qui est sur Pau, donc là, on a parlé récemment, d'un coup, ma capacité d'analyse et d'explication devient plus importante. Et alors, c'est là où je veux attirer votre attention sur un élément qui me paraît important, et j'ai passé du temps à essayer de comprendre en termes de comportement, en termes d'attitude et de psychologie par rapport à la problématique du dopage. Et ce qu'on retrouve dans le cas... Enfin, pardon. Et l'analyse que je fais du cas de Biarritz et des rapports par rapport à un préparateur physique comme M. Cambord est intéressante dans l'approche psychologique telle qu'on peut la retrouver. Alors bien sûr dans les sports collectifs, mais pas seulement. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un joueur qui va aller chercher des solutions par rapport à un besoin de progression, qui peut être d'ailleurs souvent une situation d'échec dans sa progression physique. Du moment qu'il va les trouver auprès d'un préparateur physique, alors de manière, on va dire naturelle ou pas, peu importe à la limite, du moment qu'il va trouver des solutions et qu'il va y avoir un progrès, ça va obligatoirement se voir auprès de ses partenaires. Et naturellement, que ce soit ses partenaires proches ou d'autres dans la même logique de recherche de performance, il va y avoir un échange qui va avoir tendance
à apporter des solutions pour ceux ou ces autres partenaires. Et comme en plus on se positionne dans un sport collectif où si le joueur est à la recherche de sa performance individuelle, il est obligatoirement dépendant de la performance collective. Donc son intérêt à un moment donné est d'essaimer et d'attirer ses partenaires vers une solution qui a porté ses fruits, qui démontre qu'il progresse, qu'il est plus performant. Donc aujourd'hui, il est établi que M. Camborde a traité quelques joueurs biarros, dont notamment des anciens palois, mais dans l'approche logique et dans la construction d'une organisation autour d'une recherche de performance, il me paraît évident que, obligatoirement, au vu des performances telles que j'ai pu les voir en 2006, il y a eu un développement qui est plus important que celui qui est ressorti publiquement aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr pas une preuve non plus, mais un an et demi après donc le titre 2006, Monsieur Camborde a été dans les projecteurs de la justice et donc il a été demandé aux joueurs biarros de ne plus travailler avec lui. Et depuis cette date-là, la performance maximale du club de Biarritz a été un quart de finale de top 14. Je sais qu'on ne peut pas en tirer de conclusion, mais c'est un fait établi. Alors, j'en arrive maintenant au présent et au moment de mon intervention, donc notamment par une interview auprès du journal Le Monde. Jusqu'à il y a peu de temps, j'avais vu j'avais été témoin de choses qui bien sûr me troublaient, mais qui restaient des foyers relativement localisés. Alors je vais prendre l'image d'une épidémie parce que pour moi c'est exactement la meilleure manière de décrire cette évolution. Jusqu'à il y a peu, je voyais des foyers localisés qui me plaisaient pas, mais c'était un fait, je faisais avec. Depuis quelque temps, j'avais vraiment l'impression que cette épidémie, qu'il y avait un développement épidémiologique qui faisait qu'on avait dépassé le cadre de foyer et qu'on était passé au cadre supérieur, au stade supérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon interview dans Le Monde, j'ai parlé d'une approche de la performance qui est dans la même logique que celle du cyclisme des années 90. Je vous rappelle que le cyclisme des années 90, si on les avait laissés continuer dans la même logique, aujourd'hui on aurait des étapes du Tour de France qui font 350 km tous les jours et ils nous expliqueraient que par les progrès du travail à l'entraînement, notamment sur les watts, c'est totalement normal et naturel que les cyclistes soient capables de produire un tel effort. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur le statut de l'EPO, qui est un produit qui a changé beaucoup de choses sur la problématique du dopage, et notamment dans l'approche psychologique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour en revenir au sujet, on est aujourd'hui le rugby qui a augmenté les temps de jeu. Alors, de ma période, on était à 20 minutes. Avec le professionnalisme et surtout le changement des règles, on est passé à 30 minutes, totalement normal. Qui a encore une marge de progression possible par rapport à ces 30 minutes, mais qui normalement aurait dû être à la marge, encore possible, sauf qu'on est déjà à plus de 40 minutes et qu'on nous annonce donc pour la Coupe du Monde 2015 50 minutes de temps de jeu effectif. Ce qui veut dire que dans la logique, on est exactement dans la même approche que celle du cyclisme dans les années 90. Quand j'ai lancé mon cri d'alarme, je me suis focalisé sur un produit en particulier qui est l'hormone de croissance. Alors je l'ai fait pour deux raisons principalement. La première, c'est que quand vous donnez à un corps un produit comme l'hormone de croissance sur une durée assez longue, il est évident que l'hormone de croissance, elle ne choisit pas là où elle va agir entre la partie musculaire et la partie osseuse. Et donc, un des effets périphériques de l'hormone de croissance, c'est la modification des extrémités osseuses. Et notamment, dans un certain nombre de cas, encore une fois suite à une prise longue, une modification au niveau de la mâchoire qui donne bien l'impression
que la mâchoire de l'individu, qui a été soumis à l'hormone de croissance pendant un certain temps, n'a plus l'élasticité et la facilité de mouvement qu'elle pouvait avoir naturellement. Alors, à ça, on m'a rétorqué que je n'avais aucune preuve scientifique à avancer. Et c'est là où je réponds, par contre, à contrario, qu'on m'amène une preuve scientifique qui explique que sans prise exogène d'hormones de croissance, un individu, en dehors de sa période de croissance, peut avoir une évolution morphologique de certaines parties de son corps, comme notamment la mâchoire. Si effectivement il y a une explication scientifique endogène, je veux bien effectivement m'excuser, retirer mes propos. Sauf qu'à ce jour, j'en ai pas trouvé. L'autre élément sur l'hormone de croissance qui n'est pas neutre, c'est qu'il existe un seul test qui est très cher et surtout qui est un manque de performance dans le sens où la période de détection de l'hormone de croissance n'est que de 2 à 3 jours après la prise. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez prendre des sportifs positifs à l'hormone de croissance quasiment que sur dénonciation. Et comme en plus c'est cher, on le pratique peu. Donc c'est obligatoirement un produit qui est intéressant et utile parce que notamment il est difficile à détecter. Alors, donc j'ai pris la parole et j'ai dénoncé une escalade dans le rugby qui me paraît dangereuse, ce qui m'a valu une convocation par le syndicat des joueurs. Et donc j'ai eu la grande chance de me retrouver devant une assemblée un peu plus remplie qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait 80 joueurs professionnels, plus quelques anciens joueurs aux ordres de Serge Simon, pour donc une sorte d'audition bien moins agréable que celle d'aujourd'hui, mais qui avait un intérêt malgré tout, parce que elle m'a envoyé un message clair, enfin les joueurs m'ont envoyé un message clair et limpide, qui était que, en gros, c'est laisse-nous tranquilles, le mode de fonctionnement actuel tel qu'on l'a nous va très bien, on ne veut rien changer. Donc ce que moi je traduis par aujourd'hui, on gagne bien notre vie, on est performant, et plus ça va, moins c'est difficile d'être performant. On est apprécié, estimé par nos proches, donc on est heureux comme on est. On n'a pas envie de regarder, d'aborder un quelconque problème, soi-disant lié à un problème de dopage. D'autant plus qu'il y a un système qui est mis en place, qui fonctionne très bien, puisqu'il prouve qu'il n'y a pas de dopage dans le rugby. Donc, je pense que cet ensemble de témoignages que j'ai voulu vous amener n'a qu'un but, c'est de regarder vers le futur. C'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui en étant présent ici. Vous doutez bien que je vais encore me faire de nouveaux amis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Vous avez créé cette commission suite à l'affaire Armstrong. C'est une période qui effectivement est intéressante. C'est peut-être une période où on peut essayer d'avoir un regard nouveau sur l'approche, et c'est là où j'en arrive à mon propos, l'approche de l'accompagnement médicalisé de la performance. Le dopage ne m'intéresse pas parce que la lutte antidopage est un échec. L'affaire Armstrong l'a prouvé. Lance Armstrong a perdu son Tour de France, enfin 7 Tours de France, sans que ce soit une sanction suite à un contrôle antidopage positif. Et en plus, il les a perdus bien après les avoir gagnés. Donc, quel est l'effet positif d'une telle situation? Et en plus de ça, quand vous avez une vision globale du sport aujourd'hui, du sport professionnel, vous avez l'obligation de le voir comme un sport spectacle, donc qui est un événement et un spectacle comme un autre dans le marché des activités du spectacle. Et donc, aujourd'hui, qui peut être intéressé par éventuellement revenir 50 ans en arrière
avoir des matchs de foot où vous avez des joueurs qui marchent entre les deux surfaces de réparation et où éventuellement il y a une ouverture de Michel Platini de 40 mètres qui pourrait éclairer un peu le spectacle et donner quelque chose à voir. Je pense qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir une vision pragmatique de la situation. Donc avec l'obligation de reconnaître l'échec de l'approche de la médicalisation de la performance par l'unique approche de la lutte antidopage, je n'ai jamais cru qu'on puisse résoudre un problème en l'attaquant par le côté aval de la situation, c'est-à-dire par l'après. Je pense qu'il faut se focaliser sur l'amont et anticiper la problématique pour éventuellement pouvoir trouver des solutions. Et je vais en proposer quelques-unes. Et puis il faut être pragmatique à une période aussi où on est en crise économique et où le tout contrôle coûte cher et donne très peu de résultats. Donc je crois qu'il y a il faudra un jour, je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça puisse arriver rapidement, mais il faudra un jour qu'il y ait un changement dans l'approche philosophique de la problématique et de l'accompagnement médicalisé de la performance. Et je pense qu'il peut se faire que sur 3 axes. Le premier, c'est l'axe de la répression. L'USADA a montré que son action n'a pu être efficace que parce qu'il y avait un volet répressif important. En France, tant qu'on ne donnera pas plus de pouvoir à l'organisme de la gendarmerie qui est en charge de lutter contre le dopage, et notamment dans sa capacité à avoir accès aux résultats des contrôles antidopage de manière à pouvoir mettre en place des actions de police, il n'y aura pas la possibilité d'aller plus loin dans l'efficacité de la lutte antidopage. Le cyclisme a changé de philosophie à partir du moment où les douanes ont arrêté Willy Vogt. S'il n'y avait pas eu cette action de police, ce n'est pas la lutte antidopage en elle-même qui sera arrivée à la même efficacité. Le vélo a changé, les mentalités ont changé parce qu'il y a eu un procès, notamment de l'équipe Festina. Donc premier axe, axer la répression antidopage sur une action qui est une action de police et de répression. Deuxième axe, qui est bien sûr sur la réflexion et sur la capacité à amener des solutions, c'est un comité scientifique indépendant, ça c'est essentiel, indépendant. Alors, vous allez me dire, l'AMA ressemble relativement bien à cette description. Effectivement, la mise en place de l'AMA va plutôt dans le bon sens. Par contre, il manque une chose à l'AMA, c'est la capacité à mettre en place des études épidémiologiques qui permettent de définir ce qui est acceptable de ce qui est inacceptable en termes d'accompagnement médicalisé de la performance. Aujourd'hui, personne ne sait rien. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de test. On ne sait pas si donner de l'hormone de croissance à quelqu'un qui a une activité physique importante a des effets secondaires importants. Pourquoi on ne le sait pas? Alors déjà parce qu'il n'y a pas d'études, mais surtout parce que le problème du dopage, de manière générale, ce n'est pas un problème de produit, c'est un problème de dosage et de posologie. À la fois par produit et par mélange de produits. Moi, quelque chose qui est fédérateur dans ma réflexion sur le sujet et qui m'avait vraiment impressionné, c'est lors du procès Festina, il y a un biologiste qui est venu témoigner et qui avait expliqué qu'en l'état actuel de la science, personne n'était capable d'expliquer ce que le mélange de 2 médicaments dans le corps pouvait amener comme effet secondaire et comme réaction chimique. Il l'a fait bien sûr devant des sportifs comme Richard Virenque qui était à 10 prises médicamenteuses par jour. Donc obligatoirement être dans cet obscurantisme, dans cette incapacité de savoir et qui est voulu et qui est recherché. C'est un véritable problème aujourd'hui qui doit être dépassé si on veut avancer.
C'est quand je parle d'accompagnement médicalisé de la performance, j'ouvre un spectre qui est très large, qui part des compléments alimentaires, protéines et autres tels qu'on les connaît, et qui va jusque bien sûr à de l'armement lourd comme bien sûr le PO. Aujourd'hui, l'approche psychologique est la même. C'est la dangerosité qui fait vraiment la différence. Donc, il est important à un moment donné de pouvoir avoir cette approche en amont, cette réflexion scientifique indépendante, ça bien sûr c'est important, de manière à vraiment pouvoir avoir des résultats scientifiques et des certitudes scientifiques qui permettent de définir des procédures et des modes de fonctionnement. Quand je vous ai pris l'exemple de l'équipe de France de rugby 1995, c'est pas un exemple qui... Enfin, c'est un exemple que j'ai pris pour une raison qui est là maintenant, qui est de dire il faut arrêter ces pratiques où un médecin qui se sent investi d'une mission, alors je ne dis pas que c'est un médecin qui a pris la décision tout seul dans son coin, je pense que vous allez me poser des questions, mais je préfère déjà préciser, mais où un médecin se pense investi d'un savoir suffisant pour mettre en place des protocoles chimiques, médicaux, qui vont obligatoirement avoir des conséquences sur les individus qui vont les prendre. Donc deuxième axe, ce comité scientifique indépendant avec des études épidémiologiques. Et troisième et dernier axe, qui me paraît, moi, père de famille, le plus important, et ce d'autant plus que celui-là, vous pouvez le mettre en action très vite, c'est un axe de prévention. Aujourd'hui, la FLD ne remplit plus ce rôle, et ça, c'est un vrai problème. C'est un axe de prévention au niveau des jeunes et au niveau d'une tranche d'âge qui n'est pas neutre, qui est les 12-16 ans. Passé 16 ans, il va être difficile de convaincre des adolescents qui, naturellement, vont avoir tendance à refuser le système et à se créer leur propre mode de fonctionnement, qui pour certains sont dans une logique de pratique sportive qui vit au travers d'un rêve. Il va être difficile de les convaincre et de leur faire écouter un message de prévention. Par contre, la tranche 12-16 ans est beaucoup plus intéressante. À partir de 12 ans, vous pouvez commencer à faire comprendre des messages cohérents et importants, à les faire surtout accepter et faire que ces jeunes-là, ces nouvelles générations, ont un regard différent que celle des rugbyman que j'ai rencontrés récemment. Je suis désolé, j'étais un peu long.